Jérôme Powell va-t-il craquer, va-t-il céder lors de la décision de politique monétaire prévue ce mercredi 7 mai? Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Top Gun, alors déjà nous sommes entrés dans le mois de mai, le marché action qui s'est bien repris comme prévu par l'analyse technique depuis le début du mois d'avril et tous les signaux techniques de point bas qui avaient été donnés au début du mois d'avril, alors que les collapsologues nous envoyaient dans un bear market de moins 60%, mais ça c'est un autre sujet d'ailleurs, je vais en reparler bien sûr dans cette nouvelle édition du Top Gun de l'aspect technique. Non mais, revenons au sujet. Ce mercredi 7 mai, nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Jérôme Powell qui a été tensé, qui a été malmené par les mots, par la communication de Donald Trump ce mois d'avril, avant que ce dernier prenne un peu plus de recul pour le laisser respirer. Jérôme Powell a dû passer quelques mauvaises nuits. Va-t-il craquer? Va-t-il, ce mercredi 7 mai, reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, baisse qui est en pause depuis le mois de décembre dernier, alors que toutes les autres banques centrales occidentales, notamment la BCE, ont continué et sont, pour la plupart d'entre elles, revenues, notamment la BCE, au taux d'intérêt dit neutre. Bon, on va faire plein de choses dans cette vidéo, qui est comme d'habitude bien organisée, structurée avec un plan. Vous avez le plan qui s'est déjà affiché sous vos yeux. Vous avez aussi le plan qui est dans la barre de temps. Donc vous mettez votre curseur sur la barre de temps, ça vous donne les différentes parties. Vous pouvez aller à la partie qui vous intéresse directement, car moi, vous me connaissez, j'aime prendre mon temps. Alors, bon, Jérôme Powell ne va pas craquer ce mercredi 7 mai. Craquera probablement en juin ou en juillet, peut-être d'ailleurs pour des raisons globales macro. D'ailleurs, une fois pour toutes, la désinflation a bien repris aux États-Unis. Avez-vous vu la semaine dernière l'indice d'inflation PCE? On est au plus bas depuis début 2021. Le PCE nominal est à 2,3%, le PCE Core est à 2,6%, les courbes d'inflation sont baissières. Où est la seconde vague d'inflation en lien avec la guerre commerciale? Où est-elle? Je ne la vois pas. Peut-être à inverser les graphiques. Bon, je rigole un peu là, mais bon. Alors, oui, naturellement qu'il subsiste des craintes, des inquiétudes quant à un rebond plus tard dans l'année de cette inflation. Pour l'instant, aucun indicateur avancé ne le suggère. D'ailleurs, depuis le début de l'année, tous les indicateurs avancés d'inflation, tous les indicateurs temps réel ont été dans le vrai, comme quoi ceci est très pertinent. Mais tout de même, alors, voilà ce qu'on fait dans cette nouvelle édition du Top Gun. Bon, je vous rappelle brièvement ce qu'on attend le mercredi 7 mai. C'est une décision de politique monétaire standard. Il n'y a pas de mise à jour des projections macroéconomiques. Il y aura une décision sur les taux. Il y aura une conférence de presse de l'ami Jérôme Powell, qui d'ailleurs peut-être lâchera du lest dans ce communiqué de presse. Nous verrons bien. Mais, déjà, je vais vous rappeler ce que Donald Trump peut-il virer Jérôme Powell? Il ne peut pas. Enfin, il le peut. Oui, il le peut. Vous avez pu lire ci et là qu'il ne peut pas, mais il le peut. Et il peut le virer. Alors, il peut déclencher une crise politique majeure en le faisant. Mais il peut le faire en invoquant une faute grave, faute lourde, grave ou lourde, peu importe. Le Federal Reserve Act de 1913, à l'époque le président Wilson, permet au président des États-Unis de virer le patron de la Fed avant la fin de son mandat pour une cause valable, alors qui n'est pas un désaccord de politique monétaire, mais une cause valable. C'est ce qu'on appelle une faute grave, vous savez, dans le droit du travail français. C'est jamais dans le droit du travail français faute grave ou faute lourde. Je crois que c'est la faute lourde qui est au-dessus. Bon, voyez, la faute maximale, quoi. Il le peut. Il peut le virer avant la fin de son mandat. D'ailleurs, c'est bien Trump qui avait nommé Powell avec accord du Sénat. Mais bon, là, a priori, il ne va pas le faire. Mais il peut lui mettre la pression. Donc, on va reprendre, en fait, ce que dit la loi dans cette première partie. Deuxième partie, il y a un précédent historique. Dans l'histoire des États-Unis, un président américain a déjà réussi à mettre une pression maximale sur un patron de la Fed. Et il l'a fait craquer. Oui, à l'époque, le président Nixon a fait craquer Arthur Burns. Ce dernier a baissé les taux et a permis à Nixon d'être réélu. Bon, ensuite, le scandale que vous connaissez tous, le second mandat n'a pas duré bien longtemps et Nixon a démissionné. Mais peu importe, là nous nous intéressons au lien, au rapport entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale des États-Unis. Troisième partie, y a-t-il des raisons macroéconomiques
pour que Powell craque ce 7 mai. On va reprendre les toutes dernières données d'inflation et d'emploi, sur la croissance des salaires, sur les bénéfices des entreprises, sur l'état des lieux actuel de la désinflation, qui, oui, a repris. Quand bien même, je sais que certains souhaitent l'effondrement et une envolée de l'inflation, les courbes vont au sud. Elles vont au sud. Et l'inflation temps réel est toujours très basse. Bon, alors bien sûr, il y a les négociations, la diplomatie commerciale est l'enjeu clé. Pour éviter un rebond de l'inflation, il faut que la diplomatie commerciale aboutisse. Quand bien même, d'ailleurs, la diplomatie commerciale aboutisse, il y a toujours ce droit de douane de 10% pour tout le monde. Hein. Donc, j'en parlais la semaine dernière, ça va dépendre du jeu des entreprises. Est-ce que les entreprises absorbent ça dans leur marge bénéficiaire, et je vais vous remontrer qu'elles le peuvent, ou est-ce qu'elles décident de ne pas s'embêter, de tout répercuter dans les prix de vente, mais au risque de faire baisser la consommation et donc leur chiffre d'affaires. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Quatrième partie, on se refait le point technique habituel, mais un peu plus précis sur le S&P 500, qui donc a bien répondu aux signaux d'analyse technique depuis début avril qui disaient buy the dip. Maintenant, il y a toujours des séances de correction, même encore des semaines de correction. Et où est-ce qu'on en est? On va parler du S&P 500, du S&P 500 équipondéré. Nouvelle clôture technique mensuelle, il faut faire le point. Je vous parlerai aussi d'NVIDIA et d'Apple. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. Jérôme Powell va-t-il craquer ce mercredi 7 mai? Va-t-il céder à la pression de Donald Trump? Bon, je dis tout de suite, il est extrêmement peu probable que ce mercredi 7 mai, Jérôme Powell réengage la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Mais c'est un sujet dont nous allons parler en détail. Et donc c'est parti, nous attaquons les slides habituels que s'ouvre la séance et que se déploie le plan de cette nouvelle édition du Top Gun. Alors les parties, je vous les ai données en introduction. Je remets tout ça à l'écrit. Bon, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'effectivement, Donald Trump a mis par les mots, par le verbe, Jérôme Powell sous pression ce mois d'avril, lorsque nous étions au cœur de la tempête boursière, menaçant de le virer avant la fin de son mandat. Je vous rappelle que le mandat de Jérôme Powell se termine au mois de février 2026. Alors, 4 parties, mais avant cela, laissez-moi donc vous rappeler que la Réserve fédérale a donc mis en pause depuis le mois de décembre dernier la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a actuellement une opposition entre la Réserve fédérale des États-Unis et les autres banques centrales majeures. Donc vous avez par exemple ici sous les yeux la superposition du taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis ici en bleu et celui de la Banque centrale européenne. Et effectivement, c'est ça qui a énormément énervé Donald Trump, c'est le fait que les autres banques centrales ont poursuivi, d'ailleurs le taux directeur de la BCE est revenu à ce qu'on appelle le taux d'intérêt neutre, alors que la Fed, elle est en pause. Et donc Donald Trump souhaiterait que la Fed réengage, surtout que la croissance économique américaine commence à ralentir, et alors que les effets de la guerre commerciale ne se sont pas encore fait sentir. Donc voilà, il y a une demande en fait urgente de la part de l'administration Trump de reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Alors, ce mercredi 7 mai, vous avez une décision de politique monétaire de la Fed. Notez que donc je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Notez qu'il n'y a pas de petit astérix. Donc, à la différence de la dernière décision de politique monétaire, il n'y aura pas de mise à jour des projections macroéconomiques. Donc, nous allons rester avec les projections macroéconomiques que nous connaissons. Par contre, depuis, des chiffres se sont déployés. Et notamment, une première chose intéressante, la Fed nous disait dans ses dernières projections que l'inflation nominale en 2025 ne passerait pas sous 2,7. Bon, les amis, bonne nouvelle, on est à 2,3. Alors, ok, alors, voilà. Déjà, voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà. Donc là, vous avez les toutes dernières données, ça a été mis à jour la semaine dernière. En fin de semaine dernière, ça a été mis à jour. Donc vous avez le PCE sous les yeux. Alors, est-ce que quelqu'un voit une vague d'inflation? Si quelqu'un la voit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une vague d'inflation. C'est dès le Covid. Là, les métriques sont repartis au sud, au stade actuel. Bon, bien sûr qu'il y a une incertitude sur les prochains mois, mais ok, donc ça, c'est une première chose. Donc cette semaine, vous avez une décision de politique monétaire de la Fed, où vous aurez simplement un communiqué de presse et une conférence de presse de l'ANI Popo. Alors, lorsque vous regardez en termes de probabilité, selon l'outil CME Fed Watch Tool, donc qui est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, la probabilité que la Fed baisse ses taux ce 7 mai, c'est 3%. Hein, voilà, donc c'est rien. Par contre, effectivement, il y a une probabilité grandissante. D'ailleurs, le marché envisage toujours 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Une baisse de taux le 18 juin, une baisse de taux le 30 juillet, une baisse de taux le 17 septembre et une dernière baisse de taux qui serait le 10 décembre. Bon, ça, ce sont les anticipations actuelles. Donc vous voyez que là, en termes de probabilité, il est vraiment très peu probable que Powell craque le 7 mai. Par contre, il peut craquer dans le communiqué. C'est-à-dire que pour répondre un peu à cette pression politique qu'il a subie,
il peut tout à fait faire un communiqué un peu plus accommodant en reconnaissant par exemple les progrès qu'a fait l'inflation. Le problème c'est qu'il y a l'incertitude liée à la guerre commerciale. C'est ça qui est un peu difficile. Et l'emploi, vous avez aussi pris connaissance des chiffres de l'emploi en fin de semaine dernière. Donc voilà, il joue de toute façon entre la croissance économique, l'emploi et l'inflation. Alors c'est parti, première partie. Revenons d'abord, ça me paraît important de refaire un petit topo sur ce sujet. Ce qu'est la Réserve fédérale des États-Unis, Jérôme Powell va-t-il céder à la pression de Donald Trump et aux menaces d'être viré si en fait s'il n'obéit pas à ce que demande Donald Trump? Déjà, rappelons que la Fed, alors je vous ai remis ici à droite un certain nombre d'informations. La Fed a été créée par le Federal Reserve Act du 23 décembre 1913, donc sous la présidence de Woodrow Wilson à l'époque. Pour un certain nombre de raisons, ça me permet de vous rappeler que la Fed, c'est la fédération de 12 banques centrales régionales aux États-Unis. Les missions étaient déjà les mêmes, stabilité des prix, croissance économique, supervision économique, plein d'emploi. On est vraiment sur les missions de base. C'est vraiment sur les missions de base depuis plus d'un siècle de la Fed. Et en fait, progressivement, le Federal Reserve Act a été mis à jour et a donné de plus en plus d'indépendance au patron de la Réserve fédérale vis-à-vis du président des États-Unis. Alors en réalité, ce que dit le Federal Reserve Act, c'est que le président des États-Unis donc, nomme le patron de la Fed, avec ensuite validation du Sénat. Le patron de la Fed est élu pour 4 ans, et le président des États-Unis n'est pas en mesure de licencier le patron de la Fed avant la fin de son mandat, sauf pour une faute valable. Mais une faute valable, ce n'est pas un désaccord de politique monétaire. Ça peut être une incapacité du patron de la Fed, ça peut être une folie du patron de la Fed, ou un acte anti-américain, ou que sais-je encore, voyez, mais pas un désaccord de politique monétaire. Alors, sauf si le désaccord politique monétaire est considéré comme une faute lourde. Alors, voilà, c'est pas évident. Derrière, il peut y avoir une crise politique. Alors, me direz-vous, une chose qui peut être intéressante, y a-t-il eu un précédent? Y a-t-il eu dans l'histoire un précédent? Eh bien oui, il y a eu dans l'histoire un précédent. Mais en tout cas, d'un point de vue du Federal Reserve Act, Jérôme Powell peut se sentir protégé. Maintenant, y a-t-il eu un précédent? Oui et non. Il n'y a pas eu dans l'histoire des États-Unis un président des États-Unis qui a viré un patron de la Fed avant la fin de son mandat. Mais il y a eu un précédent sous la présidence du président Nixon. Alors, vous savez que le président Nixon a réalisé 2 mandats, enfin pas 2 mandats complets. Un premier mandat donc entre 1969 et 72, puis il a été réélu, et ensuite le scandale que vous connaissez tous, il a dû démissionner en 74. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que le président Nixon, lorsqu'il a été élu donc entre 69 pour le mandat 69-72, dès 1970, il a pensé à sa réélection. Et pour être élu, aux États-Unis, il faut un bon cycle économique. Et pour ça, eh bien, il s'est dit qu'une baisse des taux d'intérêt augmenterait la probabilité qu'il soit réélu en 1972 pour un nouveau mandat de 4 ans. Et donc il a mis une pression maximale. Sur ce qu'était à l'époque le patron de la Réserve fédérale des États-Unis, Arthur Burns. Donc vous voyez, donc ici ça a été le premier mandat de Nixon a eu lieu entre 69 et 72. Et pendant toute cette phase-là, eh bien, le président Nixon ne cessait de s'exprimer en faveur des baisses de taux, convoquait régulièrement Arthur Burns à la Maison-Blanche. Jamais il lui a dit « je te vire si tu baisses pas les taux ». Il lui a peut-être dit sans que ce soit public. Et finalement, Arthur Burns a fini par céder et a réengagé une baisse des taux d'intérêt. Alors derrière, il y a eu une vague inflationniste, mais il y a eu aussi le choc pétrolier, etc. Mais dans tous les cas, toute cette baisse des taux d'intérêt que vous voyez ici, ça a été le conflit relationnel entre le président Nixon et Arthur Burns, à l'époque patron de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc,
il y a eu ce précédent. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que comment dire, alors il y a eu des effets désastreux ensuite sur les prix, ok, très bien, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que Arthur Burns n'a pas été viré. Nixon n'a pas viré Burns pour mettre quelqu'un d'autre à sa place qui lui obéirait. Il a exercé une pression. Et en fait, c'est exactement ce que fait Donald Trump avec sa méthode que nous connaissons tous. C'est la méthode qu'il applique aussi dans la diplomatie commerciale avec les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Cette méthode de la pression maximale par les mots. Donc, ça c'est une chose. Alors, je pense que nous nous inscrivons beaucoup plus dans cette optique-là, dans ce chapitre-là. Maintenant, ce qui va être très intéressant cette semaine, c'est que Jérôme Powell, sauf méga surprise, ne devrait pas baisser les taux ce mercredi 7 mai. S'il le fait, c'est qu'il y a vraiment une urgence macroéconomique. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que la pression qu'a mis en place Donald Trump ces dernières semaines va avoir un impact, non pas sur la décision en matière de taux, mais sur le communiqué de presse que va dévoiler Jérôme Powell mercredi. Est-ce que ce communiqué de presse va reconnaître les progrès dans la désinflation? Est-ce que le communiqué de presse va ouvrir la voie à une baisse des taux en juin ou en juillet? Puisque je vous rappelle que le marché, pour le réengagement de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, se projette soit sur la réunion du 18 juin, soit sur la réunion du 30 juillet. Alors, d'ailleurs, donc, je vous rappelle, il y aura donc un communiqué de presse et une conférence de presse le 7 mai, mais il n'y aura pas la mise à jour des projections macroéconomiques. Dans tous les cas, l'histoire et le Federal Reserve Act protègent la Réserve fédérale des États-Unis, protègent l'indépendance de la Réserve fédérale des États-Unis et protègent, sauf cause valable, c'est ça, c'est l'interprétation de la cause valable, le patron de la Fed jusqu'à la fin de son mandat. Et la fin du mandat de Jérôme Powell, c'est donc en février 2026. Alors, sur le plan macroéconomique, maintenant, peut-on envisager que ce mercredi 7 mai, Jérôme Powell réengage la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux? Là aussi, c'est effectivement peu probable. Alors, première chose, oui, il y a eu la reprise de la baisse du taux d'intérêt. La reprise de la baisse de l'inflation. Vous avez sous les yeux l'inflation US-PCE, le CPI aussi, mais je vous montre le PCE, parce que l'inflation US-PCE est l'indice d'inflation favori de la Fed. Vous pouvez constater comme moi qu'il s'agit de l'inflation médiane, de l'inflation nominale ou de l'inflation sous-jacente. La baisse a repris. L'inflation nominale est à 2,3, alors que la Fed nous disait en début d'année que ça ne passerait pas sous 2,7. Donc déjà, la Fed s'est déjà plantée elle-même. Le PCE Core est à 2,6. Je rappelle que la cible de la Fed est à 2. Bon. Et le PCE médian, lui, suit une tendance haussière, baissière. Donc, même si si vous voulez, avant même que les tarifs douaniers soient implémentés, le fait qu'ils arrivent peut avoir modifié le comportement des entreprises en termes de prix. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, sur le mois de mars, l'évolution mensuelle du PCE, c'est 0. Il y a inchangé, il n'y a pas eu de hausse de prix. Donc, est-ce que Jérôme Powell peut baisser les taux dès ce 7 mai? Pas forcément parce qu'on n'est pas à la cible de la Fed, mais comme la désinflation a repris et que c'est confirmé, il peut ouvrir la porte, à toutes les fenêtres, ouvrir la porte à une baisse des taux plus tard cet été. D'ailleurs, si vous regardez l'inflation temps réel aux États-Unis selon Truflation, elle est tout en bas. Et là, pour le coup, vous avez une maîtrise de l'inflation en temps réel, notamment par exemple, prenons la catégorie transport dans laquelle vous allez retrouver l'automobile. Regardez, dans la catégorie transport, vous avez le prix de l'énergie, vous avez aussi le prix des nouveaux véhicules. Pour le moment, les constructeurs automobiles, les prix de vente aux États-Unis n'ont pas bougé. Au stade actuel, il semble que les entreprises, bon, bien sûr qu'on est encore au début, et puis en plus on est dans cette phase de diplomatie commerciale, donc on ne sait pas, mais les entreprises, pour l'instant, absorbent, ne répercutent pas sur le consommateur. Et elles n'ont pas intérêt à le faire, parce que le consommateur commence à flancher. Lorsque vous regardez toutes les composantes, de l'inflation temps réel, pour l'instant, tout reste au sud. Et là, ce sont vraiment les données temps réel. Donc, y a-t-il une raison pour la Fed? Je dirais que d'un point de vue de la reprise de la désinflation, c'est une bonne nouvelle. Et effectivement, Powell pourrait d'ailleurs,
lorsqu'on prenait les objectifs de la Fed pour cette année, c'était 2,8 pour le PCE Core et 2,7 pour le nominal. Nous sommes déjà en dessous. Donc de ce point de vue-là, Jérôme Powell ne va pas baisser les taux ce 7 mai, mais pourrait clairement nous produire un communiqué de presse qui soit optimiste. Alors, le problème, il n'est pas là. Le problème, en réalité, alors je vous montre ici le PCE Core en version mensuelle publié la semaine dernière, 0. 0 en mars. Il n'y a pas eu de hausse de prix. Le problème, en fait, il n'est pas là. Il est dans l'incertitude. Mais alors, l'incertitude, en fait, elle est de comment les entreprises vont se comporter. C'est tout. Vous avez un stress des consommateurs. Vous avez ici les anticipations d'inflation des consommateurs aux États-Unis qui s'envolent à 6%. Là, c'est pire que la crise du Covid. Sauf que ça, c'est uniquement du mental. C'est dans la tête des consommateurs. Dans les faits, il n'y a rien à constater, puisque ça a été 0 là en mars. Ça, c'est le stress du consommateur. Mais il suffit que la diplomatie commerciale aboutisse et que les entreprises américaines absorbent une partie des 10% de droits de douane dans leurs bénéfices qui sont énormes. Il n'y aura jamais une vague d'inflation de 6%. Il n'y a pas les raisons structurelles pour avoir une vague d'inflation comme avec le Covid. Donc, ce qui peut bloquer la Fed pour ce 7 mai, bien sûr, c'est ça. C'est juste le doute. Le doute, c'est qu'est-ce qui va se passer? Comment vont se comporter les entreprises? Et en réalité, c'est ça la clé. La clé, c'est ça, parce que tous les indicateurs avancés de l'inflation sont optimistes. J'ai fait une vidéo plusieurs sur ce sujet, je vous renvoie à mon Top Gun de la semaine dernière. Tous les indicateurs avancés d'inflation sont optimistes. Lorsque vous regardez le prix du pétrole avec un delta négatif de 15 à 20% sur un an, et que le prix du pétrole, le prix de l'énergie dans le PCE et dans le CPI représente un poids direct et indirect de 9 à 11%, tous les indicateurs avancés de l'inflation sont optimistes, avec notamment le poids de la santé, l'inflation de la santé qui est quasiment à zéro, le taux d'inflation des nouveaux loyers immobiliers qui est négatif, ça pèse 20% du PCE. Vous avez ici des éléments qui n'entrent pas du tout en compte dans la guerre commerciale. Mais le problème, il est déjà que la diplomatie commerciale n'est pas terminée. Et ce qui peut faire douter encore Jérôme Powell, c'est ça. Comment vont se comporter les entreprises américaines? Choix numéro 1, elles augmentent les prix, toutes, et là, ça peut être compliqué pour une partie de l'inflation. Et encore, c'est que 30 à 40% de l'inflation. Soit elles en encaissent une partie dans leur marge bénéficiaire, le peuvent-elles? Oui. Avez-vous pris connaissance des derniers résultats trimestriels des entreprises américaines? Les marges des entreprises américaines sont en hausse. Là, on vient de faire 4 trimestres consécutifs de hausse des marges. 4 trimestres consécutifs avec un taux de marge nette supérieur à 12%. Les entreprises américaines, regardez encore ce graphique qui vous montre l'évolution des marges des entreprises américaines aux États-Unis, nous sommes pas loin du record. Et la tendance est méga haussière. Donc, si les entreprises américaines ne veulent pas casser la consommation des ménages, elles ont le pouvoir bénéficiaire d'éviter une seconde vague d'inflation. Alors, il y a eu par exemple la semaine dernière Amazon qui disait qu'elle répercuterait. Bon, l'administration Trump tout de suite a dénoncé une trahison. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se jouent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise comme Amazon n'a pas non plus intérêt à casser le consommateur américain et à casser sa consommation. Attention, prenez par exemple les derniers chiffres de l'emploi, je vous montre ici l'enquête ADP, elle était décevante, vous avez vu le NFP la semaine dernière, la croissance des salaires est tombée à 0,8, attention, le consommateur américain commence à être sous pression. Bon, en termes de perspective d'inflation, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous annonce toujours pour les prochaines mises à jour une inflation basse, d'accord? Donc, voilà, alors, Jérôme Powell n'a probablement pas les raisons macroéconomiques suffisantes pour baisser les taux ce 7 mai, mais probablement pour peut-être faire un communiqué qui soit un peu plus accommodant. Alors ça on va voir s'il cède ou pas à la pression de Donald Trump.
Alors maintenant sur le plan technique, il y a eu effectivement une belle reprise depuis le début du mois d'avril. Ça ne veut pas dire qu'on monte tous les jours, hein. Le marché peut encore corriger sur certaines séances, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une nouvelle clôture technique mensuelle et qu'elle est tout à fait percutante et plutôt rassurante pour l'avenir. Donc, nouvelle clôture technique mensuelle. Alors, il y a plusieurs choses. L'essentiel est là. Vous avez ici le contrat futur S&P 500. L'essentiel est là. Le marché a défendu la ligne de tendance haussière qui attrape tous les plus bas depuis la crise sanitaire. Je peux y ajouter ici les enseignements du système Ishimoku. La Kijun a été défendue, ce qui neutralise une baisse au nuage. Donc en fait, tant que le marché en termes d'action des prix tient les 4800 points, la tendance haussière de fond est préservée. Par contre, d'un point de vue du momentum, nous sommes entrés en fait dans une phase qui va beaucoup ressembler à la guerre commerciale du premier mandat de Trump, où au final le marché avait monté, mais il y avait eu régulièrement des phases de volatilité. Donc nous sommes dans une situation prix-momentum beaucoup plus proche de ce que fut le premier mandat de Trump, avec une tendance haussière avec régulièrement des petits chocs de vol, plutôt qu'au bear market de 2022. Mais effectivement, en termes de momentum, quelque chose a changé, et même si la tendance haussière de fond est intacte, il peut y avoir encore de la vol. En données hebdomadaires, là aussi, hein, c'est un signal dont je vous parlais depuis le début du mois d'avril. C'est très percutant, mais pour moi, le meilleur signal, vraiment, et ça, j'ai insisté dessus, rappelez-vous, début avril, quand je vous ai dit que sur le plan quantitatif, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours était ressorti par le haut, c'était le signal d'achat. Voilà, c'est complètement confirmé. En plus, selon l'analyse contrarienne des marchés financiers, malgré le rebond, les particuliers restent archi pessimistes, avec un réservoir des vendeurs qui est encore très rempli. Ensuite, bien sûr, regardez, certaines capes majeures ont tenu les supports. Nvidia a tenu ce gros support. Tant qu'Nvidia tient cette zone, nous sommes ici en tendance haussière. Vous pouvez aussi regarder Apple. Apple qui a tenu ce gros canal mensuel. Donc, ouais, au final, vous avez quand même les GAFAM ont largement préservé leur tendance haussière de fond, et c'est donc l'essentiel. Maintenant, il y aura toujours de la volatilité, il y aura toujours des rejets, mais je pense que sur le plan technique, nous pouvons dire donc que le point bas. Ah oui, puis je voulais aussi vous montrer le S&P 500 équipondéré, le S&P 500 équipondéré, qui lui aussi donc a tenu ce canal haussier, c'était l'essentiel. Donc, si vous voulez, sur la clôture mensuelle d'avril, il n'y a pas eu de rupture technique baissière, mais il y aura toujours de la volatilité, toujours des séances de correction. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu. Rendez-vous donc le mercredi 7 mai pour la nouvelle décision de politique monétaire de la Fed et le communiqué express à la conférence de presse de Jérôme Powell. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.